Bonjour Jean Edern. Bonjour. Ça va bien? Ah bah super, et vous? Bon, bah, très bien. Merci de nous accueillir dans votre restaurant. Je suis ravi de vous accueillir. Je sais pas si on vous a dit, mais je suis une grande gourmande. Alors j'aimerais connaître le menu du jour. Ah regarde, on a reçu plein de belles choses. On a les pleurotes, Oui. on a reçu regarde, de très beaux cèpes. Oui, ils sont magnifiques. C'est le début de la saison et là, ils commencent à être bien fermes. Donc ça, c'est des très beaux produits. On a reçu nos petites cailles, Bien dodu, je vois. bien dodues, c'est très important. Dans ce restaurant haut de gamme, ici, tout est cuisiné évidemment. Sur place, ce sont des produits frais. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Nous avons d'ailleurs découvert que certains plats annoncés comme faits maison n'ont pas toujours la saveur de l'authentique. Là, c'est dégueulasse. Me dire que c'est maison, ça, c'est pas possible. J'en ai dégoûté du dégueulasse. Mais là, ça bat tous les records. Produits conditionnés en France, origine importation. Tout ce qui sort des cuisines doit être de qualité et conforme à une réglementation très stricte. Pour s'en assurer, les inspecteurs des fraudes et de l'hygiène réalisent une centaine de contrôles par jour. Tromperie sur la marchandise ou produits périmés, vous allez voir que dans les arrière-cuisines de nos restaurants, ces policiers de l'assiette font parfois d'étonnantes découvertes. La gendarmerie, l'inspection du travail, l'URSSAF et l'hygiène. Ah oui, d'accord. Si les températures ne sont pas respectées, on peut avoir une multiplication des bactéries. Là, la température, vous n'allez pas me la prendre parce que ça fait 20 minutes que vous avez laissé la porte ouverte. Vous connaissez les règles? Mais je les connais par cœur, les règles. Mais il n'y a pas que les plats cuisinés dans nos restaurants. Que valent les produits que nous achetons au quotidien? Leur traçabilité est-elle toujours garantie? Nous allons vous révéler des pratiques qui font froid dans le dos dans certains élevages français. C'est moisi partout, il y a des mouches. Nous avons aussi enquêté sur un récent scandale de faux steaks hachés importés de Pologne. Pour cela, nous avons remonté toute la filière jusque dans les usines de fabrication et dans les élevages polonais. Pas franchement de quoi être rassuré. Vous savez, avec les bons clients, le prix doit baisser. Alors on peut tout faire. Ça peut être une vache, ça peut être autre chose. Dans un steak haché, ça ne se voit pas. Les Français achètent chez moi et les emmènent à l'abattoir. Il y a un Français qui voulait toutes les vaches au même tarif. Comme le prix était ridicule, je lui ai filé de la merde. Enfin, vous verrez que si la traque aux fraudeurs et au manque d'hygiène est menée sans relâche, c'est parce que la moindre bactérie peut causer de véritables drames. À l'image de Julia, contaminée par un simple bout de fromage. La fillette de 2 ans a perdu l'usage de ses jambes. Et sa maman témoigne pour la première fois. Il y avait des énormes liaisons partout. Et c'est là qu'il nous disait, on ne sait pas si elle va s'en sortir, votre fille, parce que là, c'est trop gros. Je donnerai ce qui reste de ma vie pour ça, que ma petite fille soit reconnue comme une victime, parce que c'est une victime. Arnaque en cuisine, des poubelles dans nos assiettes, c'est un reportage de Quentin Pichon et Antoine Rouet. Je vous retrouve à la fin de notre enquête avec le chef Jean Edern. En Bretagne, du côté de Vannes, le centre-ville regorge de restaurants, avec des cartes plus gourmandes les unes que les autres. Mais au QG des services sanitaires du département, pas de quoi détourner Nadine de sa mission. Depuis 30 ans, cette inspectrice de l'hygiène écume les arrière-cuisines de la région, avec sa carte et sa blouse aux couleurs de l'État. Et quand elle débarque, c'est rarement une bonne nouvelle. Ce matin-là, dans son viseur, ce restaurant qu'elle n'a pas contrôlé depuis 3 ans. Et ça commence dès l'entrée. Qu'est-ce que vous regardez, Nadine? Je regarde un petit peu ce qu'ils proposent. Ça me permet d'avoir une idée. S'il y a beaucoup de choix, c'est beaucoup plus difficile à gérer que si c'est une gamme relativement restreinte. Bonjour. Bonjour, Madame Guillaume de la DDPP, je viens voir le restaurant. Nadine ne perd pas une seconde. Elle surprend l'équipe en pleine préparation du service de midi. Alors, je venais faire un petit point sur votre établissement. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Voilà. A priori, le patron n'a pas l'air très inquiet. Mais avec Nadine, les restaurateurs perdent très vite le sourire. Vous faites combien de repas là par jour en moyenne? Allez, je vais faire quoi? Je vais faire 25 le midi. Et puis 10-15 le soir. Comme toujours, l'inspectrice passe tout au crible. Est-ce que vous avez l'étiquette? Très bien. C'est quoi votre bac là? C'est la farine. Tout ce qui est déchets de cuisine, là, ça part dans le circuit des ordures ménagères? Oui. Gare à l'hygiène, du côté des fourneaux. Donc là, on a le lave-main. Il faudra remettre du savon. On passe devant la cellule. Quand on bouge les mains,
c'est la cellule qui s'active. J'ai rien touché et puis je m'essuie les mains avec un essuie-main à usage unique. Ça, c'est bien. Mais avec l'expérience, Nadine flaire vite les anomalies. Et s'est cachée dans un frigo, au bout de ce couloir, qu'elle débusque un premier souci. Regardez. On va retirer celui-là. Pardon? Là, on est le 6 décembre. Vous voyez que c'est marqué à consommer jusqu'au 30/11/2018. Donc on a quand même, du coup, 7 jours de dépassement. Donc ça, c'est pas normal. Nadine remarque cette viande périmée. Le patron est visiblement peu regardant sur les dates limites de consommation. C'est une date qu'il faut impérativement respecter. Là, on est en viande fraîche, sous vide. Là, c'est une denrée qui n'est pas stabilisée, qui évolue. Le fabricant, lui, il a validé une durée de vie. On ne doit pas dépasser ça. Qu'est-ce qui se passe si c'est dépassé? C'est une infraction, il n'y a pas le droit de détenir ce genre de choses. Et ce rôti de porc n'est pas la seule denrée à poser problème. Ces gnocchis sont aussi périmés. C'est bien, je ne dois pas trouver ce genre de choses, moi. Il va falloir être vigilant sur les dates. Sans attendre, la sanction tombe. Vous allez les prendre et puis me les détruire? Oui. Pour éviter que le chef ne récupère les produits une fois l'inspectrice partie, il doit les asperger de liquide vaisselle. Ok. Original, mais radical. C'est pour éviter toute réutilisation. Et ça suffit le liquide vaisselle? Oui, parce que déjà, au niveau de l'odeur, ça parfume, donc on ne peut pas l'utiliser derrière. Le contrôle se poursuit. Et c'est un autre détail. Les paupiettes, elles sont où? Qui interpelle Nadine. Ah bah oui, je n'avais pas vu celui-là. Ce congélateur, dissimulé derrière une porte coulissante. Pour la policière des assiettes, ça sent l'entourloupe à plein nez. Alors où est l'étiquette d'origine? Dommage pour le restaurateur, Nadine ne va pas lui faire de cadeau. Ah oui, là ça date quand même, 30 mai. Et alors? Bah oui, mais vous m'avez pas indiqué les dates de congélation. Ouais, mais c'est congelé avant la date. Et qui c'est qui me le prouve? Je peux pas deviner, ça se voit pas sur le produit. Bah, j'ai des produits, monsieur les a congelés, sauf que je ne sais pas si ça a été congelé avant la date. Donc en l'occurrence, moi je peux pas deviner, donc c'est considéré comme une DLC dépassée. Des kilos de viande à détruire, les fautes s'accumulent et le patron du restaurant commence à s'agacer. Bah, vous connaissez les règles? Mais je les connais par cœur, les règles. C'est pas bien compliqué, même si ça n'engage que J'ai un vous. métier, vous me connaissez, vous savez. Mais oui, mais la règle, elle est la même pour tout le monde. C'est... Oui. Je vous demande pas la lune, je vous demande quelque chose de très simple. Je sais. Bon, alors on va reprendre tout ça, on va ramener ça dans la cuisine. Pour ces produits, même tarif. C'est de destruction, ça? Eh bah oui, on va faire la même chose. Au total, Nadine ordonne la destruction de plus de 1 000 € de nourriture. Une perte sèche pour le restaurateur. Ok, c'est bon. L'heure du bilan arrive et le patron accuse le coup. Après 3 ans sans contrôle, c'est la douche froide. Je peux m'en prendre qu'à moi-même et pas à mon personnel parce que j'en ai pas. Donc voilà, c'est tout, c'est ma faute et qu'à moi. Je suis impardonnable, ça je le sais, mais voilà, je suis fautif. Pour Nadine, le restaurateur gère mal ses stocks. La sanction est sévère. Je vais vous mettre une mise en demeure. Je dois plus du tout retrouver ça. Monsieur reste sous surveillance. J'en passerai voir. Si tout est corrigé, effectivement, je retirerai la mise en demeure. Si j'ai à nouveau des anomalies, je peux très bien mettre un PV. Sanction qui peut être aussi plus lourde avec une sanction administrative. En clair, un risque de fermeture. Le chef a 3 mois pour corriger ses erreurs. Là, moi, je vous demande pas la lune. Et il a intérêt à filer droit, car désormais, tout le monde est au courant. Sur son site, le ministère de l'Agriculture recense tous les restaurants contrôlés, avec la note des inspecteurs. Et ça va de « à corriger » pour les restaurateurs indélicats à « très satisfaisant » pour les cuisines impeccables. Un gros succès. Le site a déjà été consulté 1 million de fois. Une mauvaise note, c'est le risque de voir fuir les clients. Vu que j'ai quand même plusieurs produits à date dépassée, vous ne pouvez pas prétendre à ces 2 catégories-là, vous êtes ici. Dans la catégorie à améliorer, en dessous de la moyenne. Pour afficher un logo plus engageant, le chef va devoir très vite changer ses habitudes.
vais pas mettre 3 ans avant de revenir. Hein. Je vais revenir rapidement. J'espère. Si tout est corrigé, quand je repasse, je basculerai là. Mais ça... Oui. À vouloir limiter les dépenses sur ses stocks, le patron l'a payé cher. Je compte sur vous. Hein. Merci beaucoup de votre visite. À bientôt. Avec Nadine, les patrons comprennent vite la leçon. Moins d'1% des contrôles effectués débouchent sur une fermeture. Il faut dire qu'aujourd'hui, la police des assiettes ne plaisante plus. Chaque jour, une centaine de contrôles sont menés à travers la France. Les inspecteurs peuvent débarquer partout, des cantines scolaires au restaurant. Bonjour. C'est pour un contrôle, monsieur. Il y a la gendarmerie, l'inspection du travail, l'URSSAF et l'hygiène. Ah oui, d'accord. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi leur travail face à des restaurateurs souvent agacés d'être pris en faute. Celle-là, je l'ai annulée. C'est du jambon mort. J'ai ouvert une deuxième exprès. Là, la température, vous n'allez pas me la prendre parce que ça fait 20 minutes que vous avez laissé la porte ouverte. Des contrôles pour protéger les consommateurs qui, au restaurant notamment, privilégient le fait maison. L'entrée du jour aujourd'hui, vous avez des petites patates douces rôties avec un filet de haddock. Le tartatin de tomates. Ah non, c'est pas la saison les tomates en ce moment, il n'y a pas de tomates. Pourtant, seuls 10% des restaurants cuisinent réellement leur menu. Les autres font parfois passer des plats industriels pour des produits mijotés maison. Suprême de poulet, c'est bien ça, ouais. Très bien, vous allez voir bien tout à l'heure, là. Petits légumes, brocolis, haricots verts. C'est fait maison? Oui, tout à fait, oui. Bah, c'est dégueulasse. C'est des légumes surgelés. Seulement, les services de l'État ne peuvent pas être partout. Alors ils renvoient les consommateurs vers des associations, devenues le cauchemar des industriels. Quand on regarde la provenance derrière, c'est des veaux venant de ces élevages-là. Oui, ça c'est sûr. Avec ces enquêteurs nouvelle génération, vous allez découvrir un élevage qui fait froid dans le dos. Oh. Ouais, d'accord. Ils dorment là-dessus, il n'y a rien. Ils ont tous la diarrhée. Ils sont pas en bon état. Hein. Oh là là, bah attends, je vais filmer, tu verrais l'état du frigo, c'est carrément une infection. La viande, un produit sensible. Nous avons enquêté en Pologne, le premier importateur de steak haché en France. Un pays où les industriels semblent prêts à tout. Quand on met du soja et presque 25% de graisse, forcément, le prix chute. Nous avons remonté cette filière opaque, où la viande est 3 fois moins chère qu'en France. Entre vaches malades et steak haché suspect. On veut le moins cher. Ça peut être une vache, ça peut être autre chose. Dans un steak haché, ça ne se voit pas. Avec des épices, ça passe. Tout est possible. Tout est possible. Ça dépend de l'argent. Résultat, chez nous, les inspecteurs sont en alerte. Car les conséquences peuvent être dramatiques. Par exemple, si vous tombez sur une bactérie. Claire ? Allez. Vous allez découvrir le combat de Carla, maman de la petite Julia, handicapée pour avoir mangé un morceau de fromage contaminé. Et en fait, elle a voulu goûter, mais elle a mangé un tout petit bout. Non, même pas la moitié de mon petit doigt, vraiment tout petit. Et c'est la catastrophe. Entre inspecteurs de l'hygiène et détectives en tout genre, révélation sur la face cachée de nos assiettes. Nous commençons notre enquête sur un phénomène qui prend de l'ampleur. Aujourd'hui, quand ils vont au restaurant, 9 clients sur 10 veulent du fait maison et pas de la nourriture industrielle. Seulement tous les restaurateurs ne jouent pas franc jeu en la matière. En plein cœur de Paris, un homme est l'un des plus fervents défenseurs du fait maison. Des restaurants comme celui-ci, Xavier de Namur en possède 4 dans la capitale. C'est un patron à l'ancienne, toujours aux petits soins avec ses clients. Messieurs, la cuisine est ouverte pour vous. L'entrée du jour aujourd'hui, vous avez des petites patates douces rôties avec un filet de haddock, salade. Le tartatin de tomates. Ah non, c'est pas la saison les tomates en ce moment, il n'y a pas de tomates. Ah non, tomate, il n'y a pas de tomates, c'est l'hiver. Je suis espagnol. Oui, c'est ça. À l'Espagne, il y a les tomates tout le temps. Chez lui, la règle est claire. À la carte, uniquement des plats de saison. Pas de surgelés, ni d'industriels. Voilà, là-bas, vous allez être bien. Salut, tu vas bien? Ça va et toi?
Depuis 5 ans d'ailleurs, Xavier se bat auprès du gouvernement pour imposer ce logo. Tous les restaurants comme le sien qui cuisinent sur place peuvent l'arborer en vitrine. Quand il y a ce petit logo, c'est une petite casserole avec un petit toit dessus. C'est le décret fait maison qui dit que tous les produits doivent être faits à partir de fait maison, de produits bruts, frais, cuisinés sur place. Aujourd'hui, seuls 10% des restaurants proposeraient une cuisine maison. Les autres ne mentionnent rien, ou pire, ils mentiraient ouvertement aux clients. Un jus de pomme bio et un plat du jour, un point arrosé. Pour s'en convaincre, nous nous sommes prêtés à une petite enquête nocturne. Tôt le matin, nous partons fouiller les poubelles des commerces de ce quartier parisien. Voici par exemple le contenu des sacs d'une brasserie très fréquentée. A priori, le menu de l'établissement. On y trouve de la burrata en boîte, du jambon sous vide ou encore ces barquettes de steak industriel. Alors ce restaurateur, par exemple, est-il transparent sur l'origine de ses produits? Le jour même, nous allons déjeuner dans cette brasserie, dans l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale. La carte est plutôt appétissante. On peut y manger des salades du marché selon l'humeur du chef, ou encore des pièces du boucher selon arrivage. Nous tournons en caméra discrète. Bonjour, c'est possible de déjeuner encore? Avec plaisir, Nous décidons de prendre un cheeseburger, a priori cuisiné sur place, à partir de produits frais. Le cheeseburger, c'est fait avec de la viande, la bonne viande du boucher et tout ça? Oui, il est très bon. Super, là je vais me prendre le cheeseburger alors. Quelques minutes plus tard, voici notre burger. Mais surprise, le steak haché n'a pas l'air très artisanal. Notre repas terminé, nous demandons des explications avec dans notre poche ce que nous avons trouvé dans les poubelles de la brasserie. Oui, et je voulais vous poser une question. Le steak, il venait d'où? Je sais pas. C'est un boucher ouais, c'est un nom français. Comment ça? Oui, mon torgueil. D'accord. Voilà. Il était avec de bon qui est pas mal justement. Et je vous dis ça parce que ce matin, je suis allé faire vos poubelles. Et je me demande ce que vous avez trouvé. J'ai trouvé le steak justement. Le serveur est mal à l'aise et le patron n'est pas là pour nous répondre. Ce midi, un client plus curieux qu'à l'habitude le met dans l'embarras. C'était pour le burger? Je sais pas, honnêtement. Mais ça, c'est pas ce que vous avez fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est étonnant quand même. Et voilà, merci. Merci, au revoir. Alors cette brasserie dit-elle la vérité aux clients? Pour en avoir le cœur net, le lendemain, nous y retournons avec Xavier, notre restaurateur. Toujours en caméra cachée. Ce midi-là, il commande le plat du jour. Suprême de poulet, c'est bien ça, ouais. Très bien, on va le manger tout à l'heure. Petits légumes, brocolis, haricots verts, girolles, carottes. Non, c'est bien. C'est fait maison? Oui, tout à fait, oui. Ok? Ouais, merci. Très impatients, nous allons déguster ce suprême de poulet, a priori fait maison. Mais dès les premières bouchées... Bah, c'est dégueulasse. Pourquoi? Bah, parce que c'est du légumes surgelés. Carottes, haricots surgelés, chou-fleur surgelé. Pas convaincu, Xavier demande à vérifier l'origine des ingrédients. Moi, je voulais bien voir l'étiquette du poulet parce que, franchement, le poulet fermier comme ça, j'ai jamais mangé. Et vous n'avez pas l'étiquette? L'étiquette du poulet. C'est obligé, normalement. Partie des étiquettes, oui. Bah, et surtout la viande, tout ça, c'est obligatoire. On n'est pas obligé de la viande. Le patron continue d'affirmer qu'il s'agit bien de fait maison. Mais Xavier décèle un petit détail qui laisse penser tout le contraire. On a des légumes un peu dits divers, le poireau, le brocoli, le chou-fleur, et puis un légume d'été, des haricots verts. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. Nous poursuivons le repas. En dessert, Xavier jette son dévolu sur une tarte tatin. Sur la carte, il est précisé qu'elle est maison.
Pourtant, notre connaisseur va vite déchanter. Ah, merci. Peur sur la vie, là. Oh là là, oh là là. Ah, mais faut que tu goûtes. Faut que tu goûtes avec la pâte et tout. C'est horrible. Là, la pâte, c'est pas toute faite que tu déroules. Il y a un sirop industriel imbouffable, une glace industrielle imbouffable, et en dessous, la pâte, en dessous, elle a été cramée, elle a collé. Donc c'est immangeable. Franchement, j'en ai dégoûté, c'est dégueulasse. Mais là, ça bat tous les records. Un peu taquin, Xavier interpelle à nouveau le patron. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Franchement, me dire que c'est maison ça, c'est pas possible. Ah si, garantie. Ah, la pâte, je veux bien voir comment elle est faite la pâte. Le sirop, le truc. Vous avez goûté, c'est trop cuit? Je vous garantis. Ouais. Je vous garantis à 100% de ces maisons. La pâte, vous la faites. Comment vous faites la pâte? Moi, je sais pas. Avec quoi? Là, elle est mal cuite, la pâte. Mais je vous garantis à 100% de ces maisons. C'est la parole du patron contre celle du client. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, pour avoir le fin mot de l'histoire sur ce repas, nous retournons fouiller les poubelles. Le lendemain matin, on y trouve ce que le chef a cuisiné la veille. Dans ce sac notamment, nous découvrons des emballages de suprême de poulet sous vide, ainsi que des légumes surgelés. Des ingrédients qui nous rappellent étrangement notre repas, un peu animé avec le patron. À midi, nous retournons voir Xavier pour lui montrer nos trouvailles. Le défenseur du fait maison est à peine surpris. Origine importation, surréaliste. Donc, produit conditionné en France, origine importation. Mais c'est même pas si ça correspond à la loi, ça. Pour lui, pas de doute, les emballages confortent son avis sur ce restaurant. Voilà, il disait qu'il faisait les légumes maison, les fameuses brocolis, les carottes et le chou-fleur qui étaient insipides, immangeables, flotteux. C'est ça qui est dingue. Donc naturellement, ça peut pas rentrer dans le fait maison. Hein. Selon Xavier, le client est clairement trompé. On nous a menti oralement pour nous dire que c'était maison, etc. Alors que c'est faux. Jusqu'au bout, jusqu'à la tarte tatin, qui à mon avis n'est pas du tout faite maison. Des méthodes punies par la loi. Si le patron de ce restaurant est contrôlé par la répression des fraudes, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour pratiques commerciales trompeuses. Un moyen de gagner de l'argent à peu de frais sur le dos du client, car le fait maison n'est pas donné. Regardez plutôt la tarte tatin version Xavier, comparée à celle que nous avons mangée. Voilà, ça c'est une tatin qui a été faite, qui est sortie du four à midi, donc qui n'a pas du tout, regarde, au niveau de la couleur, au niveau de la texture, au niveau de la pâte. Elle est 30% plus chère que dans l'autre restaurant. Mais visiblement, au goût, rien à voir. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Vous en pensez quoi? C'est dégueulasse. Ah, c'est comment? Elle est comment au goût? Elle est trop sucrée, la pâte n'est pas cuite, c'est affreux quoi. Non. C'est pas bon. Bon, ça rigole pas, c'est... Le verdict est sans appel. Des Français de plus en plus gourmands et regardants. Voilà. Là, c'est une tarte tatin. Mais voilà, comment s'y retrouver? Car ils sont nombreux à donner des conseils. Sur les vitrines des restaurants, c'est un peu la jungle au milieu de tous ces labels. Du guide du routard au Goemio, en passant par le Michelin. Ces fourchettes ou étoiles fleurissent sur les devantures. De quoi booster la fréquentation d'un établissement de 30% en moyenne. Seulement, leurs critères sont souvent obscurs. Comme en atteste le célèbre chef Marc Vera, qui a perdu sa 3e étoile et attaque le guide Michelin. Il ne comprend pas comment sont notés les restaurants. Pourtant, l'un de ces labels permet d'y voir plus clair, le seul attribué par l'État. Les maîtres restaurateurs avec son R tricolore. Pour le décrocher, il faut réussir un examen sans faute. Frédéric, 46 ans, travaille pour une société privée habilitée par l'État. C'est elle qui décerne ou pas le fameux label.
sa technique, débarquer à l'improviste en se faisant passer pour une cliente. Comme ce midi, dans ce restaurant en plein Paris. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Bonjour. J'avais réservé pour 3 personnes à Frédéric. Merci. Pour attribuer le précieux label, Frédéric va passer au crible une trentaine de critères. Et ça commence tout bêtement par l'accueil. Qu'est-ce que je juge là maintenant? Je suis plutôt dans le cadre pour l'instant, le cadre et puis l'attention du personnel vis-à-vis des autres clients qui sont déjà arrivés avant moi. On se sent bien, clairement. Moi, voilà, je pense qu'on est bien assis aussi. Donc voilà, tout est bien pour passer plutôt un bon moment. Mais très vite, Frédéric se concentre sur le menu. Et voici la carte. Merci beaucoup. Sur sa carte, le restaurant l'affirme. Le chef cuisine avec des produits frais et du fait maison. Pour s'en assurer, l'inspectrice, avec 10 ans d'expérience, commence par mitrailler le directeur de salle avec de petites questions pièges. Il est dans le quartier, non, ce boulanger? Oui. Il est de Mont-de-Marsan, c'est un très grand boulanger, il est très connu, au niveau même national, il est très réputé. Ils sont nombreux en cuisine, non? 4, d'accord. L'entrée arrive, Frédéric a choisi des supions, de petites sèches. Merci. Quand ils sont achetés congelés, ces fruits de mer peuvent s'avérer un peu élastiques sous la dent. C'était un jus de quoi? Je me rappelle plus. Là, vous êtes sur le soja. Soja. Soja et citron. Ok. Je regardais au niveau de la cuisson. C'est vrai que c'est pas caoutchouteux, comme on peut l'avoir sur certains produits, des fois surgelés. Mais l'examen ne s'arrête pas là. L'inspectrice veut mettre son nez en cuisine. Carte professionnelle en main, Frédéric révèle sa véritable identité. Je vais vous parler un peu plus, monsieur De Chaume. En fait, je suis de Bureau Veritas Certification. Vous savez pourquoi j'ai? Ouais, ok. Moment de flottement, le serveur va chercher le patron, un peu inquiet de cette visite surprise. Bonjour, Frédéric Bureau Veritas. D'accord. Pas le temps de se préparer, Frédéric prend tout le monde de court. On va commencer par le sous-sol. Je vais regarder ce que vous avez en réserve. Allons-y. Ok, allez-y, je vous suis. À la moindre erreur, Boris peut dire au revoir au label. Ah oui, quand même. Ok. Bon, la chambre froide, en fait. C'est ici que le restaurateur stocke toutes ses denrées. Frédéric doit y retrouver tous les ingrédients des plats inscrits à la carte. C'est pas très large, hein? Ok. Ouais, vous prenez en fait en carcasse l'agneau? Oui. Ok. Ça, c'est vos poires que vous travaillez, que vous mettez sous vide? C'est ça, d'accord. cuit sous vide. Pommes de terre aussi? Ok. Vos filets de lieu noir? En général, ces descentes dans les arrière-cuisines permettent vite de démasquer les tricheurs. Ça peut permettre de voir des produits qui seraient achetés directement dans le commerce en surgelé. Parce qu'en fait, maître restaurateur, il y a une obligation de travailler avec des produits frais. Pour l'instant, c'est un sans faute. Mais Frédéric est pointilleuse. Et elle a une dernière astuce pour mettre la bonne foi du restaurateur à l'épreuve. Donc je vais regarder au niveau des produits livrés. La facture, ça me permet de voir si on était sur des produits surgelés ou des produits frais. Pour le patron, suspense. Ce label, ça fait quelques mois qu'il le demande. Une fois sur sa vitrine, c'est l'assurance d'attirer plus de clients. On l'a demandé parce que je crois que c'est un métier où il y a beaucoup de gens qui se disent restaurateurs mais qui ne le sont pas. Et je pense qu'il faut que ça change. C'est un diplôme d'État, je pense que le contrôle il est important. Et en plus sur un contrôle à l'improviste, je trouve que c'est encore mieux. Ça permet d'être sûr de mériter ce titre. Mais le sourire de Boris va s'estomper, car l'inspectrice tombe sur une anomalie. Le bar, je ne l'avais pas sur facture, je crois. Chef, pavé de bar, on a des factures. Pavé de bar, il est à la carte, mais je ne l'ai pas vu sur les factures. Sans facture, impossible de vérifier la provenance du poisson. Donc en fait, il y a le bar que j'ai pas et le cabillon en croûte. Dommage, pas de label sans ces factures. Frédéric est intransigeante. On ne peut pas finaliser un contrôle maître restaurateur sans avoir pointé les factures. Un petit oubli qui peut coûter cher. En attendant, Frédéric dresse un bilan plutôt positif de son inspection. Il me manquera juste les deux, trois justificatifs qui me seront envoyés par mail. Mais sinon, dans sa globalité, je suis à 99%, c'est rempli. Monsieur Bazan et toute son équipe respectent l'ensemble des exigences. Boris peut enfin respirer
Pour lui et sa dizaine d'employés, c'est le soulagement. Je suis fier, ça confirme tout le travail qui est fait par notre équipe tous les jours. Donc fier et heureux, oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. J'attends vos documents et je vous envoie ça. Merci. Au revoir. Quelques semaines plus tard, Boris a envoyé les factures qui manquaient. Frédéric a donné son feu vert. Comme dans 4000 restaurants à ce jour, le fameux label a été apposé. Des contrôles de plus en plus draconiens, pourtant certains restaurateurs continuent à déraper, notamment sur le plus grave, l'hygiène. Avec 4 millions de rats sous Paris, ces temps-ci, certains se frottent les mains. Des professionnels qui ont fait du rongeur leur spécialité. Ce matin-là, Yves, dératiseur, débarque dans sa boutique où il rejoint son frère Charlie. C'est bien. On a rentré là, le nouveau produit, là, c'est top. Hein. Tous les deux sont à la tête de 6 boutiques dans la capitale. C'est une affaire de famille alors? Ah bien sûr, ça, on a grandi ensemble. C'est même pas une question d'affaire de famille, on a toujours travaillé ensemble, toujours. Voilà, ça fait plus de 30 ans. Plus qu'un métier pour ces deux frères, la dératisation, c'est avant tout une passion. En témoigne la vitrine du magasin avec cette collection de rongeurs empaillés. Phobique, s'abstenir. Donne-moi le rat d'ici, le noir. Doucement quand tu le lèves. Attention parce qu'il mord. Hein. Mais la star de la boutique, le plus redouté des rongeurs, c'est le Rattus norvegicus, plus communément appelé rat d'égout. Voilà, ce qu'on peut trouver dans Paris, c'est ça. Il est bien fait, hein? Un rat d'égout, ça. Rat d'égout, ça, c'est les petits rats d'égout qu'on trouve partout. Cette espèce peut mesurer jusqu'à 30 cm et peser plus de 600 grammes. Tout ce qu'on rejette, ils sont derrière nous pour essayer de récupérer, de se nourrir avec. Alors pour les éradiquer, ces professionnels emploient les grands moyens. Le rongeur, il va venir. Hop, fini. Ça, c'est vraiment le rongeur ne peut plus bouger. Hein. Mais Yves et Charlie proposent aussi du matériel de plus en plus sophistiqué. Alors c'est très simple d'utilisation, c'est ça. Donc ici, à ce niveau-là, on met un appât. Pour moi, le mieux, c'est du beurre de cacahuète ou un petit bout de tomate. Ouais, donc il est attiré par l'odeur, il rentre et s'électrocute à l'intérieur. Voilà, c'est efficace. Comptez 100 € tout de même pour ce piège électrique. Pourtant, pas besoin de dépenser des fortunes pour chasser le rat. D'autres solutions moins coûteuses existent. Il y a aussi des produits naturels, enfin il y a le poivre qu'on peut mettre derrière le frigo sous l'évier qui peuvent les repousser. Vous avez l'extrait de menthe aussi. Et puis après, le mieux, c'est le chat. Vous mettez un chat chez vous, il n'aurait plus de souris. Mais il ne faut pas trop lui donner à manger au chat. Et quand les bonnes vieilles méthodes ne fonctionnent pas, Yves n'hésite pas à se rendre sur le terrain pour régler le problème. C'est bon, l'intervention est validée, il faut y aller dans moins d'une demi-heure. D'accord. Des interventions, les deux frères en ont une dizaine par semaine. C'est fait, allez, on y va. Parmi leurs clients, des particuliers, mais aussi beaucoup de commerces alimentaires très prisés par les rongeurs, comme ce snack. Bonjour. Yves est passé ici voilà 3 mois. Aujourd'hui, il vient contrôler si sa visite a donné des résultats. C'est plus consommé, donc il n'y a plus de problème. Voilà, donc il n'y a plus de crottes autour, donc il n'y a plus de rongeurs. C'est propre, on voit tout de suite quand c'est propre. Hein. On a l'habitude de faire des commerces alimentaires. Et là, c'est un lieu très très propre. Je peux vous dire que c'est rare. Hein. Les rongeurs, un sujet sensible pour les restaurateurs. Très peu acceptent de témoigner devant les caméras. Dans la restauration, on est obligé d'être exigeant sur ça. C'est un très gros problème. Ça peut faire faire à la clientèle s'ils envoient dans la salle. Ça met en doute l'hygiène du restaurant. Heureusement que voilà, on a tout pris en main, on fait appel à cette société du coup pour que tout soit nickel. Le souci, c'est qu'en surface, les souris ont peut-être débarrassé le plancher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon à courage. bientôt. Mais Yves n'est pas dupe, en sous-sol, les rats sont probablement toujours là. En arrivant dans les caves, le dératiseur expérimenté commence par prendre quelques précautions. Alors toujours faire du bruit avant de rentrer. Parce que si un rat se sent acculé, il peut vous sauter dessus. Hein. Donc toujours faire du bruit et comme il est craintif, il va se barrer.
C'est-à-dire que ça peut sauter dessus? Bah, si par exemple il se sent en danger et qu'il ne peut pas se sauver, par exemple si je me trouve près de lui et qu'il ne peut pas s'échapper, il peut éventuellement attaquer. Et ça fait des bonds d'1 mètre. Mais bon, c'est très rare. Hein. Ça arrive? Ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Yves ne va pas attendre longtemps avant de trouver les premiers indices. Il y a quand même des trous. Un trou fait par les rats. Là aussi, il y a un trou. Le problème avec les rongeurs, c'est que c'est du cartilage et que ça passe partout. Donc la souris, 6 mm, c'est ça à peu près. Et le rat, c'est à peu près 1 cm. Et ça passe partout. Donc voilà, c'est comme du chewing-gum. Vous voyez, des trous comme ça passe. Planqués dans les sous-sols en journée, les rats ressortent la nuit, en surface. Comme ici, dans le jardin des Halles, en plein cœur de Paris. La nuit, les passants sont rares. Les rats en profitent pour sortir et chercher de la nourriture. Résultat, ces rongeurs prolifèrent à vitesse grand V. Un couple, en seulement 1 an, peut ainsi engendrer une colonie de 5000 rats. On va vérifier. Allez. Là. Alors, pour stopper l'invasion, Yves installe des pièges. C'est des boîtes hermétiques, justement, pour que si jamais il y a des enfants ou des animaux domestiques viennent, ne peuvent pas accéder aux poisons. Ce sont quand même des poisons. Et à grosse quantité, ça peut être dangereux. Et on met les appâts à ce niveau-là. Voilà, ça a été rongé. Ce poison provoque une hémorragie interne, entraînant la mort du rat quelques heures plus tard. Le rat mange le poison. Il ne meurt pas tout de suite. Donc c'est fait exprès. Si un rat mange un poison et que l'autre le voit mourir par rapport à ce poison, ils ne se toucheront plus. Le rat, c'est super intelligent. Einstein, il avait dit que si le rat il avait la taille de l'homme, ça serait lui le maître du monde. Hein. Je ne sais pas s'il avait raison, mais c'est une réalité. Des rats à l'affût des déchets qui envahissent nos centres-villes. Une insalubrité croissante qui menace la santé des habitants, voire leur sécurité. Dans certaines grandes villes, des quartiers entiers posent problème. De retour à Marseille, nous poursuivons notre enquête. Derrière le vieux port ensoleillé se cache une autre réalité. Dans la cité phocéenne, un habitant sur 10 vivrait dans des conditions inquiétantes. Une dérive mise en lumière par un fait divers dramatique, fin 2018, au cœur de la ville. Il était 9 h ce matin lorsque 2 immeubles se sont effondrés en quelques secondes non loin du vieux port de Marseille. Le bilan est encore incertain, mais le maire de la ville n'exclut pas qu'il y ait d'autres victimes dans les décombres de ces bâtisses extrêmement vétustes. Le bilan, 8 personnes retrouvées mortes sous les gravats. Les rescapés n'ont eu que quelques secondes pour fuir. Peu de temps avant la catastrophe, un habitant filme l'intérieur de son appartement. Il est 8h45 ce matin-là. On a l'impression que le sol est en train de couler. En quelques heures, ça s'est aggravé. Fissures, sol affaissé, porte qui ne ferme plus, l'appartement se disloque sous les yeux de son locataire. Casse avec la cuisine. Cette porte se fermait, elle ne se ferme plus. La catastrophe est imminente. Là, on entend des petits bruits. Ça empire. Il y a une urgence. Clairement. 20 minutes plus tard, le bâtiment s'effondre. Par chance, l'auteur de la vidéo a eu le temps de quitter les lieux. Depuis cette catastrophe, les Marseillais découvrent l'ampleur du problème. 400 immeubles, identifiés comme dangereux, ont été fermés. Ce jour-là, justement, alors que nous tournons, nous assistons à l'évacuation d'une famille. Nous sommes dans la tristement célèbre rue d'Aubagne, à quelques mètres de l'endroit où se sont effondrés les 2 immeubles. Les pompiers viennent d'être appelés pour intervenir au dernier étage de cette bâtisse. Toufik et sa famille sont les locataires d'un appartement qui présente des signes inquiétants. En fait, il y a des pompiers qui sont venus pour vérifier le plancher et le plafond. Et pour cause, il y a quelques jours,
une partie du plafond de l'appartement de Toufik s'est effondrée. Après l'inspection des pompiers, mauvaise nouvelle. Notre appartement, on n'a plus le droit d'entrer, donc on ne rentre plus. Et là, on va récupérer des affaires avec eux et ils vont voir pour les travaux. Voilà. Avant que l'appartement ne soit condamné, Toufik et sa famille ont une demi-heure pour prendre leurs affaires. Ah, c'est bon, on est plein. Ça vous fait quoi là? Ça me met en colère, moi. Pourquoi? Il faut faire vite, il faut faire je sais pas quoi. Aujourd'hui, ils doivent se contenter de quelques vêtements de rechange et faire une croix sur le superflu. Ben, tu vas la mettre où? Eh non. Ce soir, la famille dormira à l'hôtel. Face à cette situation, sa nièce est désemparée. Je sais même pas quoi vous dire. La vérité, je suis perdue. On nous sort nos affaires comme ça de chez nous, je sais pas, je suis perdue. On ne sait pas ce qu'on va devenir, mais on sait que déjà qu'on est dehors. Donc, c'est ça. Dans quelques jours, nous allons accompagner Toufik à l'intérieur de l'appartement pour voir l'étendue des dégâts. Marseille, où l'insalubrité gagne tous les arrondissements, même si certains habitants ont décidé de contre-attaquer. Comme ici, dans ce quartier populaire, une décharge sauvage trône au milieu des immeubles. Ce jour-là, nous retrouvons Jean-Yves, le justicier anti-déchets. Tout ce que vous voyez ici, ça a été accumulé au cours des années par des véreux, des personnes mal intentionnées, des artisans, certains, des professionnels du bâtiment qui viennent jeter là, tout là. Il y a quelques semaines, voilà à quoi ressemblait ce quartier. Entre les immeubles, des tonnes de déchets accumulés au fil des années. Après des semaines de mobilisation, l'enthousiasme de Jean-Yves a fini par donner des résultats. Il y a un mois, jour pour jour, on a entamé une journée de nettoyage, la plus grande de France, dans un terrain privé. Et aujourd'hui, donc, on va collecter encore tout ce que vous voyez ici. Pour mener à bien l'opération, Jean-Yves a convaincu plusieurs entreprises de lui venir en aide. La femme, ça va, merci. Et elles n'ont pas fait dans la demi-mesure, comme avec ce tractopelle ou encore ces camions-bennes. Des moyens énormes mis à disposition gratuitement. Un élan de générosité qui étonne encore le Marseillais. De tomber sur des gens comme ça, quoi, qui viennent avec leur cœur, parce que par amour pour l'environnement, par amour pour leur ville, et qu'ils agissent comme ça pour Marseille. Ah, c'est énorme, énorme. Ça, c'est... Plus de 50 camions comme celui-ci ont été nécessaires pour débarrasser la cité de ce dépotoir. Et pour éviter que cela recommence, Jean-Yves a pris des mesures anti-pollueurs qui ont été validées par la copropriété, selon lui. Alors maintenant, on les a un peu grillés, puisque, regardez, on a posé un peu des rochers, des roches un peu de partout. On va monter un peu plus haut et on va mettre de la terre ici. Donc là, ils vont devoir se trouver un autre emplacement. Je suis désolé pour eux. Aujourd'hui, les habitants sont soulagés. Pour Laïla, qui vit ici depuis 2 ans, cette situation ne pouvait plus durer. Il y avait des encombrants de partout, il y avait des déchets de partout, des ordures de partout. On était asphyxiés, c'était invivable. On n'avait pas ce petit plaisir qu'on a actuellement de sortir, d'apprécier le paysage. Et puis un jour, et bien voilà, miracle, il y a Jean-Yves qui arrive. Et franchement, il y a un changement énorme. On respire, voilà, on revit, même les mentalités ont changé. Un quartier plus propre, des habitants qui ont retrouvé le sourire. Pour le Marseillais au grand cœur, une énorme satisfaction. Je suis très heureux aujourd'hui parce que ça aboutit, il y a des résultats et je suis fier d'être Marseillais. Mais voilà, de la mobilisation il va en falloir, car dans certains quartiers de la cité phocéenne, l'insalubrité prend des proportions inquiétantes.
Après le drame de la rue d'Aubagne, Kauter a créé l'association Marseille en colère. Son objectif, venir en aide aux personnes logées dans de véritables taudis. Aujourd'hui, elle rend visite à Karima, cette retraitée de 84 ans. Comment ça va? Ça va, ça va. La vieille dame vit ici depuis 5 ans et au fil des années, elle a vu son appartement se dégrader. Cette dame balaye tous les jours. Oui. Elle balaye le sol, sauf que tous les jours, ça s'effrite pareil. On peut constater que le mur, voilà, c'est pas de la peinture, c'est le mur qui s'en va. C'est des morceaux de mur qui partent tous les jours. Voilà, c'est complètement trempé, ça pue, je sais pas si... Voilà. Et cette dame dort ici, ça c'est son lit. Oui. C'est sa pièce principale, c'est sa pièce à vivre. Les murs fragilisés pourraient s'effondrer, mais ce qui inquiète le plus Kauter, c'est l'état du plafond. On peut constater à l'œil nu que le plafond s'affaisse en fait. C'est inquiétant. On a ici, à côté du néon, il y a des morceaux de plafond qui sont tombés et que quand il pleut dans la maison. Des infiltrations d'eau seraient à l'origine de ces dégradations. L'humidité a fini par tout envahir. Cet appartement est totalement infesté de champignons. Tout le plafond, tout le mur. Cette dame, vous voyez, on est en plein hiver, il fait super froid et ses fenêtres sont ouvertes parce qu'autrement, elle ne peut pas respirer dans l'appartement. Depuis quelque temps, Karima, la locataire, accumule les problèmes de santé. Je suis pas à l'aise. Je ne peux pas respirer. 2 fois par jour, je le mets, pour que je peux respirer un petit peu. Parce qu'avec la médecine, je ne peux pas respirer. Voilà, c'est ça. Pourtant, cet appartement lui coûte 550 € de loyer chaque mois. Face à cette situation, Kauter a alerté le propriétaire. C'était il y a 1 an. Ils sont venus ici, ils ont fait prendre les photos dans là-bas, la fenêtre, et dans la salle de bain, la cuisine et tout. Rien du tout. Ils ne sont pas venus. Depuis, plus rien. Le propriétaire, un particulier, est visiblement peu regardant sur le confort de ses locataires. Mais pas question de baisser les bras. Je fais une fiche de signalement à la direction départementale des territoires de la mer, de signalement de logements insalubres et indignes en fait. Dans un monde normal, je ne devrais pas exister. Il y a 100 000 personnes qui vivent dans les mêmes conditions que madame. C'est aussi hallucinant que déplorable et triste, quoi. Je veux dire, si nous on existe aujourd'hui, on existe depuis maintenant 11 mois, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une défaillance des pouvoirs publics. Bon, merci. Courage, je tiens au courant. Merci. Quelques semaines après notre tournage, un architecte a été missionné pour effectuer les travaux. Des défauts de gestion qui peuvent à tout moment se retourner contre les propriétaires au cas où l'immeuble viendrait à s'effondrer. À Marseille, nous retrouvons Toufik quelques jours après son évacuation. Ce matin, il peut revenir dans les parties communes de son immeuble. Après une enquête minutieuse des pompiers, c'est bien son logement qui pose problème. C'est vrai, on va changer. Car voilà ce qui s'est passé à l'intérieur il y a quelques jours. Il y avait Isaac qui était en train de jouer à la play. Un soir, alors que son neveu est dans le salon, Toufik, dans une autre pièce, est alerté par un bruit suspect. C'était un gros bruit. Hein. Ça rigolait pas. En entrant dans le salon, il découvre alors l'étendue des dégâts. Une partie du plafond s'est effondrée. Ça a fait un trou de 1 mètre de largeur, quoi. Comme ça. De 1 mètre et quelques, quoi. Son neveu, assis sur le canapé, se trouve juste en dessous. Le premier morceau qui est tombé, c'était sur sa tête. Sur le front. C'est choquant, c'est choquant. Par chance, l'enfant s'en est sorti avec seulement quelques égratignures. Et là, tout le monde est parti dans le couloir. Et là, on a fait appel aux pompiers. Vous aviez peur que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils s'effondrent le plafond carrément. Ça aurait pu être pire, ouais. Avant l'effondrement, à l'origine, c'était comme ça, en fait. Le plafond ressemblait à ça. Des traces d'humidité et des fissures dues à une infiltration d'eau au niveau du toit.
la semaine dernière, comme il a flotté un peu plus grave que d'habitude. Je pense que c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça qu'il y a eu l'effondrement du plafond. Cette fois-ci, plus de peur que de mal. Mais cet événement a replongé la famille dans le drame qui s'est déroulé il y a 1 an, à quelques dizaines de mètres à peine. On est à la hauteur des 2 immeubles qui se sont effondrés il y a juste 1 an. C'était là. On a pensé que ça va faire comme ici, hein, comme ce qui s'est passé l'année dernière, c'est inoubliable, hein, c'est pas possible. Quelques semaines plus tard, le plafond de l'appartement a été réparé. Mais pour la famille de Toufik, plus question d'y retourner. Depuis, ils ont déménagé. Une peur qui transforme certains coins de Marseille en quartier fantôme. Dans le secteur de la Belle de Mai, nous retrouvons Kauter, la bénévole qui vient en aide aux riverains. Vous avez vu ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des morceaux de bois quand même pour tenir les fenêtres. Et vous voyez les morceaux de corniche qui manquent et les trous qu'il y a contre le mur et la taille des fissures. Et c'est pareil ici. Là, il y a un nouveau commerce qui vient de fermer. Vous voyez, il y a l'arrêté de péril qui est dessus. En clair, les bâtiments sont interdits d'accès. Ils représentent un danger imminent pour leurs occupants. La Belle de Mai a été le 2e quartier le plus touché par les évacuations post-effondrement du 5 novembre. Et rien que dans cette rue, il y a 7 immeubles qui sont sous arrêté de péril. Résultat, la vie de quartier s'en ressent. Cet habitant de longue date est désespéré. Cette rue, c'était une rue animée, il y a eu des magasins à perte de vue. On n'avait même pas besoin de descendre en ville, nous. On restait rien que dans notre quartier, ce que c'est devenu. C'est une rue fantôme maintenant. Ouais, c'est sinistré, ça a été abandonné. Pour autant, les risques n'ont pas disparu pour les riverains. Il y a des gros étais qui ont été fixés entre les 2 immeubles. La mesure de sécurité qui a été prise en cas d'effondrement, c'est ces morceaux de béton. Sauf que si ça s'effondre, malheureusement, ces morceaux de béton ne vont protéger ni les riverains, ni les passants, ni les automobilistes, ni personne en fait. C'est ça la réalité. La municipalité de Marseille en place au moment du tournage n'a pas souhaité s'exprimer. La nouvelle équipe, quant à elle, a promis le lancement immédiat de travaux dans les 400 immeubles de la ville, classés dangereux. Preuve que la situation est alarmante, ce jour-là, des inspecteurs sont dépêchés sur le terrain. C'est les services de prévention des risques et sécurité de la ville de Marseille. Ce service a pour mission de contrôler les immeubles insalubres. Bonjour, vous tombez bien parce que Kauter Ben Mohamed de l'association Marseille en colère, vous travaillez pour la ville, c'est bien ça, parce que je me souviens de vous visuellement, c'est pour ça. Je suis là aussi, ils craignent. C'est les habitants ou les commerçants qui vous l'ont signalé? Je sais pas. Vous savez pas? Ils ont eu un signalement pour cet immeuble, vous voyez, il est très très fissuré. Donc les habitants a priori s'inquiètent. C'est terrible. J'ai un sentiment de tristesse, de colère, c'est ma ville. Je suis née dans ce quartier à la Belle de Mai. C'est comme s'il y avait eu la guerre à Marseille. Sauf qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est juste le résultat de l'incurie et du mépris des gouvernants. Depuis la catastrophe de la rue d'Aubagne, 4500 Marseillais ont été évacués. 500 seraient toujours à l'hôtel, dans l'attente d'être relogés. À 1 heure de route de Paris, direction Senlis. Ce matin-là, à la brigade de gendarmerie, Emmanuel, cet adjudant de 46 ans, dirige une opération un peu spéciale. Bonjour inspectrice, ça va? Donc aujourd'hui, on va contrôler 2 entités de la Circo de Senlis, d'accord? Emmanuel escorte ses agents de l'État pour un contrôle antifraude dans des restaurants. Il y a là des inspecteurs du travail, du fisc, mais aussi de l'hygiène. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour le contrôle CODAF? Oui. Ok. Bon, c'est parti alors. Le groupe va inspecter les cuisines de plusieurs restaurants pour voir si tout est en règle. Direction un centre-ville tout proche. Ah ouais. Emmanuel et les contrôleurs
débarquent par surprise dans cet établissement spécialisé dans le couscous et la pizza. Les agents de l'État tombent sur le patron en plein service de midi, loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir. Monsieur, c'est pour un contrôle, monsieur. Il y a la gendarmerie, l'inspection du travail, l'URSSAF et l'hygiène. Ah oui, d'accord. Ok. C'est groupé pour pas vous déranger plusieurs fois. C'est Michel, cet inspecteur de l'hygiène, qui attaque le contrôle. Il préfère rester anonyme, car certains patrons peuvent se montrer agressifs à l'issue de ces visites. Pour commencer, il passe en revue les stocks du restaurant. Excusez-moi. Allez-y. Voilà. Je me permets. Allez-y, attendez, vous allez me Une petite lumière, c'est bien. Là, je regarde tous les produits qui sont en stock au niveau de la chambre froide, voir un peu quand ça a été fabriqué, quand ça a été cuit, s'il y a une traçabilité sur le produit, et si les produits ne sont pas à date dépassée, à date dépassée ou pas. Voilà. À l'intérieur, c'est le bazar, et l'hygiène semble douteuse. D'ailleurs, un détail attire l'œil de l'inspecteur. Alors, le poulet, il était cuit quand? Hier soir, cette nuit. Cette nuit? Ouais. Donc faut... Ouais, pour le couvrir, ouais. Parcelle filmée. Ouais, je sais, monsieur, je sais. C'est juste... Et donc ça, ce que vous avez cuit hier, au niveau de traçabilité, vous l'avez? J'ai jeté le carton, monsieur. Et l'étiquetage? J'ai jeté. Faut conserver, faut pas jeter. Ah, d'accord. Jeté pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Les plats sont conservés plusieurs jours et sans protection. Mais pas de quoi démonter le restaurateur. Et là, la température, vous n'allez pas me la prendre parce que ça fait 20 minutes que vous avez laissé la porte ouverte. Voilà, il ne faut pas qu'on la laisse. C'est sûr. L'inspection peut lui coûter cher, pourtant le patron n'a pas l'air franchement stressé. Ok, donc là on est plus dans la partie côté plonge. Voilà. La partie côté cuisson, c'est là. Ouais. Et du côté des fourneaux, ce n'est pas vraiment mieux. Faut penser à nettoyer un peu tout ça. Je les emmène au Karcher. Ouais, ils ont besoin là. Ils ont besoin. D'accord. Pourtant, le patron continue son petit numéro. J'espère que j'aurai une étoile après, monsieur. Hein? Avec tous ces contrôles à midi, tout ça, il faut que j'ai une étoile après. Malgré l'humour du chef, Michel reste stoïque. Et il ne tarde pas à faire de nouvelles découvertes. Donc sur le là, vous stockez quoi en dessous? Vous verrez, vous allez voir, monsieur. Là, ça c'est à moi, c'est personnel. C'est le piment, je ne donne pas ça aux clients. D'accord. Et ça, c'est la sauce habituelle. C'est la sauce, là, c'est l'accompagnement. C'est la crème fraîche. La crème fraîche, hein. J'espère qu'elle n'est pas périmée, 7-4. 7-4, c'est bon, on est bon. Ok, celle-là, j'avais le doute par contre. C'est pour ça que je vous ai dit, j'espère qu'elle n'est pas périmée. Pas de souci. Celle-ci, j'ai le doute, mais le reste, il n'y a aucun souci. Le restaurateur était sûr de lui, mais son attitude va lui jouer des tours. Et là derrière, c'est du jambon? Non, celle-là, je l'ai annulée. C'est du jambon noir. J'ai ouvert une deuxième exprès. Celle-ci, c'est poubelle. C'est pour ça que j'ai ouvert la deuxième. Ok. Donc vous mettez la poubelle. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis ensemble, le fromage, tout ce qui est périmé. J'ai dû le trouver en plein service. J'ai mis de côté, j'ai ouvert un autre paquet. Les bouseurs de saumon, vous allez me les jeter? Ouais, s'il vous plaît. 28 mars. Ah, ça par contre, je jette. Et on mettra du produit dessus? Ouais. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Vous savez quoi, regardez. Produit. Voilà. Ok. Mettez ça comme ça. Honnêtement, je ne l'ai pas vu celle-là. Je l'aurais vu, je l'aurais... VNC, 28 mars 2019. C'est quoi le but de vérifier tout ça dans les frigos? C'est pour éviter que les personnes qui mangent au restaurant soient malades par la suite ou intoxiquées. Les infractions s'enchaînent, les unes après les autres. Mais le patron ne se démonte pas et continue à faire le show. Donc ensuite, vous avez une friteuse. Oui, vous voulez regarder l'huile? Si, il faut la voir, venez. Venez avec votre caméra, monsieur, si vous voulez. Regardez. Ouais, on voit qu'elle est claire. D'accord. Vous pouvez changer à quelle fréquence? Celle-là, je la fais à peu près maximum 2 mois. D'accord. Mais à l'œil, aussi que je vois le truc. Comment ça se voit? Dans une friteuse professionnelle, l'huile doit être changée toutes les 2 semaines en moyenne. Michel, un peu consterné, ne laisse rien paraître face à cet homme décidément très bavard. Mais moi, quand je fais le travail, je le fais par amour. Ce que je fais, j'élève mes enfants dans la dignité, monsieur. L'inspecteur note toutes les infractions dans cette cuisine où l'hygiène de base est douteuse. Votre lave-main au niveau de la cuisine, il est où? Il est là. Je l'ai pas utilisé en fait. Voilà. Mais généralement, c'est là-bas. Venez voir. Regarde, j'ai mis ma salle par exemple. Ouais. Regardez.
Sans ça, mime. Ouais. J'arrive, je fais juste ça. Ouais. Vous comprenez? Puis je fais ça. L'affaire est close. Mais j'ai un lave-main là-bas. C'est pour ça que les trucs, je l'ai. devrait être utilisé. Je l'ai. Des mains lavées à la va-vite, après plus d'une heure de contrôle, le bilan n'est pas reluisant pour le restaurateur. Il y a un peu des problèmes d'entretien de nettoyage à faire. Par endroit, le congélateur, il y a de la rouille un peu, il y a des choses à nettoyer, à changer. Et puis le lave-main qui est réglementé au niveau d'une cuisine, il est encombré, il n'utilise pas, il utilise la planche à la place. Une liste d'infractions qui finit par avoir raison du bagou du gérant. Je ne mets pas monsieur. Là, écoutez, monsieur, je dois travailler, ou alors je ferme le restaurant. Vous me convoquez, je viendrai dans le bureau. Parce que là, s'il te plaît, attendre. C'est bon, monsieur, vous sortez, s'il vous plaît. Là, il faut que je serve ces clients, ils vont repartir au travail, je ne peux plus attendre. Le patron s'impatiente, mais son sort est déjà scellé. Dans quelques jours, il recevra le bilan du contrôle et la facture risque d'être salée. La suite, ça risque de partir sur une mise en demeure, sur une durée de 3 mois, voir si ça en est, et puis dans 3 mois, je repasserai. Voilà. Parce que le contrôle est quand même pas très positif pour vous. Ben non, parce qu'il y a quand même pas mal de points à améliorer, une bonne piqûre de rappel, et puis dans 3 mois, on verra comment c'est que ça en est. Voilà. Sous la menace d'une fermeture, le restaurateur n'a pas eu le choix. Depuis ce tournage, Michel l'inspecteur est repassé. Le patron a revu l'hygiène de fond en comble dans ses cuisines. Mais voilà, malgré une centaine de contrôles par jour, les inspecteurs ne peuvent pas être partout. Car il faut surveiller les restaurants, les cantines scolaires et même les usines où sont fabriqués nos plats préférés. Alors depuis peu, des détectives un peu particuliers prennent le relais, avec des méthodes radicales. Au cœur de Paris, à une adresse qu'ils préfèrent garder anonyme, des enquêteurs d'un nouveau genre se sont fait une spécialité d'informer les consommateurs sur la face cachée de nos assiettes. Salut Sam. Salut. Salut Isis. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Sébastien, 46 ans, est un ancien prof, devenu le cauchemar des industriels de l'alimentaire. Il y a 11 ans, il a fondé cette association. Du coup, ils sont allés dans l'élevage, prendre des images, filmer. L'arme de Sébastien, des vidéochocs, souvent plus redoutables que la visite d'un inspecteur de l'hygiène. Les consommateurs y découvrent les coulisses de leur marque favorite. Et certaines images ont déjà fait plier les géants de la grande distribution. Comme ici, sur le business des œufs, issus de ces poules élevées en cage. Suite à cette vidéo, plusieurs chaînes d'hypermarchés se sont engagées à l'arrêt de leur commercialisation. C'est des images qui sont très fortes et c'est là qu'on s'est aperçu que si on voulait avoir vraiment une vraie information pour le grand public, il fallait qu'on montre des images pour qu'il y ait une vraie prise de conscience et une vraie mobilisation des services derrière. Le problème, justement, c'est que les services de l'État ne suivent pas toujours. Alors désormais, c'est vers l'association que de plus en plus de consommateurs se tournent pour dénoncer les industriels qui flirtent avec la loi. Ce matin, dans la boîte mail de Sébastien, un message inquiétant. Isis, t'as vu cette alerte-là sur les veaux? Ça me paraît bien intéressant. Et visiblement, il a bossé plusieurs années dans la filière. Ah ouais, donc il connaît bien. Il connaît bien. Pour ces enquêtes, ça commence souvent par un tuyau. Ici, un salarié en conflit avec son patron balance sur sa société spécialisée dans les veaux de boucherie. Les conditions sanitaires y seraient précaires. Le temps d'un rapide coup de fil. Vous seriez prêt à me rencontrer, éventuellement me montrer des lieux? Mais merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. Bonne journée à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sébastien a peut-être là un début de piste pour confondre un professionnel qui ne respecte pas la loi. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons à côté de Brest, en Bretagne. Une zone agricole avec de nombreux élevages. C'est là que vit la source de notre enquêteur. Il lui a donné rendez-vous dans cet endroit à l'écart. Pour sa sécurité, l'homme a demandé à rester anonyme. Bonjour. Salut, bonjour, Sébastien. Bon, enchanté. Très vite, cet employé qui achète des veaux de boucherie explique qu'il a alerté les inspecteurs de l'État, la DDPP,
sur les pratiques sanitaires douteuses de son employeur, en vain. Au départ, je ne comptais pas vous contacter. Je pensais contacter les autorités compétentes à l'origine. Service vétérinaire. TSV, maintenant c'est DDPP, je crois. Ouais. Et non, ils n'avaient vraiment pas l'air intéressés. Et à la question si c'est vraiment si urgent que ça, s'il y a vraiment des choses à dénoncer, il y a l'association L214 et la fondation Brigitte Bardot. Vous n'avez qu'à les contacter. C'est la DDPP qui vous a répondu ça? La DDPP qui m'a dit ça. Carrément. La personne au téléphone que j'ai eue. C'est cocasse. Ouais, ça m'a interloqué, choqué. Visiblement, l'homme en connaît un rayon sur le dessous de nos assiettes. Selon lui, cette viande de veau suspecte, n'importe quel consommateur peut en acheter dans les hypermarchés de la région. Bon, on prend la voiture? Oui, bien sûr. Allez, go. Nous le suivons avec Sébastien dans une grande surface aux alentours, en caméra discrète. Direction le rayon frais. Ici, de nombreux clients choisissent leur viande chaque jour. Ah ouais, on a du veau. Là, c'est le veau là. Très vite, l'homme repère cette barquette, une blanquette de veau avec au dos un numéro d'abattoir. Quand on regarde la provenance derrière, c'est des veaux venant de ces élevages-là. Oui, ça c'est sûr. Alors, à quoi ressemblent ces élevages suspects? L'employé guide Sébastien vers l'une de ses exploitations. Une ferme isolée où Sébastien va faire un premier repérage. Je pense qu'on peut trouver quoi? C'est un vieil élevage au niveau des normes. Je pense pas que tout doit être respecté. Au niveau du bac à équarrissage, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ça. Hein. Le bac à équarrissage, théoriquement, c'est la poubelle d'un élevage. Donc ça peut être vraiment un endroit vraiment intéressant à visiter d'une manière ou d'une autre. Sébastien a des indices en main pour revenir dès le lendemain. Il est 10 h. Dans la campagne bretonne, nous retrouvons l'enquêteur. Ce matin-là, il débarque dans l'exploitation avec l'un de ses collègues. Caméra au point, ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont y trouver. J'ai vu qu'il y avait une maison à côté, c'est peut-être l'éleveur qui habite sur place. Ah, d'accord. À peine entrés, leur doute sur les mauvaises pratiques sanitaires de l'éleveur se confirme. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah là, t'as vu, il y a plein de mouches là. Je me demande si je vois pas... Il y a un corps là. Une odeur nauséabonde flotte tout autour de la ferme. Avec le... Regarde comment les écoulements déjà par terre, tu peux filmer tout ça. C'est pas du tout étanche. Non. Bah non, tu parles, c'est des plaques de bois. Oh, Ouais, d'accord. Cette grande caisse en bois, c'est un bac d'équarrissage. En clair, la poubelle de la ferme. À l'intérieur, des veaux morts depuis plusieurs jours. Il y en a deux, ouais. Qui sont en train d'être décomposés là. Ils sont quand même assez âgés. Hein. Là, ça fait plus de 2 jours qu'ils sont là-dedans, c'est sûr. Il y a plein d'asticots. Ouais. L'odeur est assez forte, très limite tenable. Le bac ne respecte pas les normes en vigueur. La loi impose qu'il soit fermé et placé hors de la ferme pour éviter la contamination de l'élevage par les cadavres. Les deux enquêteurs cherchent le propriétaire pour lui demander des explications. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Allô? Personne à l'horizon, Sébastien et son collègue poussent leurs investigations. On dirait presque que c'est laissé à l'abandon, mais que c'est pas à l'abandon, quoi. Parce qu'on entend les bruits de ventilo et tout ça. C'est un endroit où il y a des veaux, mais c'est déjà une ruine. Vas-y, tu peux y aller. Ouais. Alors que Sébastien tente de trouver l'éleveur, son collègue part filmer ses veaux de boucherie. Et effectivement, les conditions sanitaires laissent à désirer. Oh la vache. En fait, c'est pas de la paille. Ah bah tu comprends. Enfin, c'est de la paille, mais avec les excréments, c'est devenu une forme de lisier et ça, avec la chaleur, ça fermente et ça devient un truc qui doit les ronger en fait. Ça doit être hyper acide. Et ils dorment là-dessus, il n'y a rien. Ils ont tous la diarrhée. Ah, ils sont pas en bon état. Hein. Chez les veaux, la diarrhée trahit la présence de bactéries ou de parasites. D'ailleurs, un peu plus loin, l'éleveur collectionne les médicaments dans un réfrigérateur insalubre. Ouh là là, mais attends...
Oh là là, bah attends, je vais filmer, tu verrais l'état du frigo, c'est carrément une infection. Des médicaments contre les infections digestives et respiratoires dont peuvent souffrir les veaux. C'est moisi partout, il y a des mouches. Des conditions d'hygiène tout aussi inquiétantes dans le reste de l'élevage. Entre saleté et désordre à tous les étages. Alors? Bah c'est ignoble. Hein. Et l'odeur aussi? Non, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de, y a aucun endroit sec où ils peuvent... Aucun endroit sec. Ils vivent dans leur diarrhée, leur merde et tout ça. Mais en fait, les veaux, ils chopent des maladies. Le frigo, de toute façon, il n'est même pas branché. Donc j'imagine qu'il y a des médicaments qu'on doit laisser dans les frigos à température froide. Bah là, c'est pas le cas. Mais dans le frigo, c'est trié quand même? Non, c'est pas trié, c'est tout en vrac. Et non, franchement, c'est dégueulasse. Hein. Sébastien et son collègue ont collecté quelques vidéos qu'ils vont bientôt mettre en ligne. La suite, ça va être de regarder les images, de les dérocher, de regarder les produits, peut-être interdits, des antibiotiques, des hormones. On va regarder ça de près. Et puis après, on va assembler les images pour faire un montage. Ça va encore durer des années, un élevage comme ça. Donc on n'a pas le choix à un moment donné. Je pense qu'on va faire un signalement et on va sortir les images pour que ça bouge. Ces images, nous les avons montrées à un expert en matière de viande bovine. Un spécialiste de la réglementation pour les agriculteurs. Bonjour. Merci de me recevoir. Arnaud Bensoussan est avocat. Il découvre les images tournées la veille par les enquêteurs. Donc là, bon, le Longchamp, il a quand même vue sur l'extérieur. Au niveau éclairage, ça va, il y a des fenêtres à l'arrière, pas de problème. Le sureffectif, encore une fois, n'est pas flagrant, mais on est à la limite, à mon sens. Mais très vite, premier problème, au niveau du fameux bac d'équarrissage. Les cadavres ont eu le temps d'être colonisés par les insectes. Donc manifestement, ils sont là depuis plus de 3-4 jours. Il y a une non-conformité par rapport à ça. On est en situation de contravention, quoi. Selon lui, les conditions sanitaires ne sont pas du tout respectées. Le défaut d'étanchéité du bac, conjugué avec le maintien des cadavres, fait que par la décomposition, il y a des matières qui tombent au sol. Ça peut contaminer, mettre en danger les animaux de l'élevage. Oui. C'est déplorable de voir ça. C'est non seulement illégal, mais déplorable. Résultat, l'exploitation est hors la loi. Bon, bah là, on n'est plus vraiment sur une litière, on est sur une fosse à lisier. Je vois que les bovins enfoncent leurs sabots jusqu'au jarret, quasiment. Donc, il serait temps de faire un curage, oui. L'association a mis le doigt sur un élevage à risque. Si les inspecteurs de l'hygiène passaient par là, la sanction tomberait à coup sûr. Outre les mesures administratives, telles que les arrêtés, les mises en demeure, il peut y avoir en parallèle poursuite judiciaire, au pénal, bien sûr. Tribunal de police sont des contraventions uniquement. Tribunal correctionnel s'il y a des délits. Depuis notre tournage, l'association a déposé plainte contre l'éleveur. La justice devrait bientôt se prononcer sur l'affaire. D'autant que ces derniers mois, le business de la viande fait à nouveau parler de lui. Récemment, un nouveau scandale a frappé l'une des viandes préférées des Français, le steak haché. Cuit ou saignant, toute la famille l'adore. En moyenne, chaque Français en consomme 42 par an. Il est pratique à cuisiner et pas cher. Dans nos supermarchés, on le trouve à moins de 2 € la portion. Dans le commerce, la plupart des steaks hachés sont de bonne qualité, estampillés du logo bleu-blanc-rouge, viande bovine française. Mais voilà, une nouvelle affaire sème le doute en faisant la une de l'actualité. Venons-en maintenant aux questions soulevées par la fraude alimentaire qui a touché plusieurs associations caritatives. En mars dernier, plusieurs associations d'aide aux démunis donnent l'alerte. Pensant réaliser une bonne affaire, elles ont commandé des millions de steaks hachés pas chers. Mais à la livraison, mauvaise surprise. 1500 tonnes de faux steaks hachés. De la viande, il y en avait dans ces steaks, mais peu. Autour de 50%, et pas seulement du muscle, mais aussi des os et des abats. Des steaks hachés comestibles, mais pas réglementaires. Je pense qu'il y a une volonté délibérée de frauder et que c'est pour des questions malheureusement financières que cette affaire arrive. Et pourtant, en Europe, la loi est claire. Un steak haché doit être composé d'au moins 80% de viande, ce qu'on appelle du muscle.
et 20% de matière grasse maximum. Ça, c'est du muscle, du maigre. La marchandise venait de Pologne. En un an, c'est déjà le deuxième scandale alimentaire qui touche ce pays, devenu le premier fournisseur de la France. Nous importons un steak haché surgelé sur 4 de là-bas. Mais alors, dans quelles conditions sont-ils fabriqués? À 2 heures d'avion de Paris, bienvenue en Pologne. À 300 km de la capitale, Varsovie, direction la plus grande région d'élevage du pays. C'est là, dans la campagne polonaise, qu'ont été fabriqués les 1500 tonnes de faux steaks hachés. Ici, dans le plus grand abattoir du pays. Pour y entrer sans éveiller les soupçons, en caméra cachée, nous nous faisons passer pour des restaurateurs français à la recherche d'un fournisseur. Bonjour, vous avez pris rendez-vous? Oui. Le site est gigantesque. On nous conduit dans les bureaux de la direction. Bonjour. 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 Ravi de vous rencontrer. C'est le directeur commercial qui nous reçoit. Ça, c'est pour vous. Merci. Ok. Un catalogue maison, mais interdiction de voir l'abattoir situé pourtant juste à côté. Tout ce que l'on en sait, ce sont ces images diffusées sur le site internet de la société. Voici la chaîne de fabrication où travaillent une centaine d'employés. 800 vaches abattues chaque jour. La société produit jusqu'à 200 tonnes de steak haché au quotidien. Mais voilà, que contiennent-ils? Très vite, le directeur nous l'assure, il travaille beaucoup avec des marques françaises. Pour la France, on envoie 2, 3, 5 camions par semaine. Okay. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup. Des steaks hachés, des steaks de soja, des steaks à l'oignon. Mais pas de morceaux, pas de carcasses, seulement des steaks pour burger. Et si les marques tricolores se fournissent chez lui, c'est que l'usine polonaise peut produire à prix cassé. Pour cela, le directeur nous propose même de dépasser le taux de 20% de gras autorisé en Europe. Quelles sont les solutions pour faire des steaks hachés moins chers? Probablement quelque chose comme du soja, parce que le soja est moins cher. Quand on met du soja et presque 25% de graisse, forcément, le prix chute. Et pour faire baisser la facture, il y a encore mieux. Rogner sur la partie la plus coûteuse, les 80% de viande. Je peux? Oui, je t'en prie. Dans ce steak haché, nous mettons 100% de bœuf, mais c'est 100% de muscle ou d'autres parties. Donc on peut arranger quelque chose. Vous savez, avec les bons clients, le prix doit baisser. Alors on peut tout faire. En clair, le directeur commercial nous propose de glisser des morceaux de moins bonne qualité dans la recette. Et c'est bien là le problème. Voici le rapport du Sénat sur l'affaire des faux steaks hachés livrés en France. Effectivement, on y découvre que l'usine polonaise y a glissé des morceaux non conformes. Des tissus osseux, du cartilage ou des morceaux d'autres steaks hachés fabriqués mais finalement mis de côté parce qu'ils présentaient des défauts. Et plus incroyable encore, du poulet mélangé à la viande de bœuf. Tout est possible pour nous. Avec des grosses commandes, on peut vraiment tout faire. Des pratiques illégales chez nous. Merci. Pourtant, plusieurs marques françaises sont bien clientes de l'usine. Il faut dire qu'en termes de tarifs, la Pologne est imbattable. Ici, visiblement, on n'est pas trop regardant sur la recette, ni sur la qualité de la viande. Pour le découvrir, direction l'un des plus grands marchés aux bestiaux du pays. Ce jour-là, pas vraiment de la race limousine élevée en pâturage, mais 400 vaches laitières plutôt en fin de vie,
vendus au plus offrant pour un prix dérisoire. C'est combien 1800 zloty. Soit 450 €. En France, elle serait 3 fois plus chère. Mais en discutant avec les éleveurs, il est possible de tirer encore plus les prix vers le bas quand on veut fabriquer du steak haché. On veut le moins cher. Ça peut être une vache, ça peut être autre chose. Dans un steak haché, ça ne se voit pas. Avec des épices, ça passe. Tout est possible. Tout est possible. Ça dépend de l'argent. Tout serait possible. Mais alors, jusqu'où certaines marques françaises sont-elles prêtes à aller quand elles viennent négocier en Pologne ? Sur le marché, un éleveur nous a donné rendez-vous directement dans sa ferme. Il va nous donner un début de réponse. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va et vous? L'éleveur nous conduit dans son étable pour nous montrer ses vaches. Mais d'emblée, il nous prévient, c'est loin d'être du premier choix. Une vache comme ça, elle part en Italie. Les autres, elles partent à la découpe. Et les moins chères, ce sont les plus maigres. Apparemment, il a l'habitude de recevoir les marques directement chez lui. Nous ne serions pas les premiers Français à lui rendre visite. Et vous vendez pour la France? Oui, oui, oui. Les Français achètent chez moi et les emmènent à l'abattoir. Des Français viennent chez lui pour fabriquer des steaks hachés. Et pour certains, peu importe que les vaches ne soient pas très en forme. Il y a un Français qui voulait toutes les vaches au même tarif. Comme le prix était ridicule, je lui ai filé de la merde. Vu le prix, je lui ai même vendu les vaches qui étaient couchées. Une vache couchée, c'est souvent une vache malade. Mais apparemment, pas de quoi freiner les acheteurs. Régulièrement, cet éleveur en envoie à l'abattoir. Une qui se couche, ça passe. Quand on les transporte, une sur 15 qui se couche, ça peut arriver. L'abattoir va accepter, ça arrive. Des vaches malades qui serviraient à fabriquer du steak haché pour la France. Allez, portez-vous bien. Alors une question se pose. Que font les services vétérinaires polonais censés faire respecter les règles en vigueur dans toute l'Europe? De retour à Varsovie, un spécialiste va nous fournir la réponse. Nous nous rendons au siège d'une association parmi les plus actives pour informer les consommateurs. Pavel y travaille depuis 10 ans et il connaît parfaitement la filière. Régulièrement, il se rend sur les marchés aux bestiaux pour prendre des photos. Il y a peu d'ailleurs, une scène a attiré son attention. Regardez cette vache. Je l'ai trouvée près d'un camion garé à l'extérieur. Elle était malade, allongée au sol parce que l'une de ses pattes était pourrie. Ils avaient mis un sac dessus pour que personne ne la remarque. Ce jour-là, Pavel et ses collègues tentent d'alerter les vétérinaires polonais toujours présents sur ces marchés aux bestiaux. Le plus frustrant dans cette histoire, c'est que le vétérinaire nous a dit qu'elle était bonne pour l'abattage si on lui coupait la patte. On n'en croyait pas nos oreilles. Une vache malade déclarée propre à la consommation, une infraction à la loi européenne. Des vétérinaires qui assistent à des violations de la loi et qui ne prennent aucune mesure, c'est répandu en Pologne. On a vu plusieurs cas où les vétérinaires ferment les yeux. Et quand on fait appel à la police, eux aussi ignorent la situation. Officiellement, depuis l'affaire des faux steaks hachés, le plus gros abattoir polonais ferait l'objet d'un contrôle, suite à un signalement de la France. En attendant, la Pologne continue d'exporter plus de 1500 tonnes de viande chaque jour,
Voilà pourquoi, chez nous, les services de l'hygiène restent en alerte. En Bretagne, à Vannes, nous retrouvons Nadine, l'inspectrice des services sanitaires et ses 30 ans d'expérience. Ce matin-là, elle s'intéresse à un restaurant qu'elle n'a pas contrôlé depuis 4 ans. Et elle va se montrer particulièrement tatillonne sur l'hygiène. Bonjour, Madame Guillaume de la DDPP. Je venais faire un contrôle. Comme toujours, Nadine débarque à l'improviste. L'équipe est en plein rush. Je pourrais voir un responsable? Oui, bien sûr. C'est le chef qui la reçoit, un peu inquiet. L'inspectrice enfile sa blouse et, fidèle à sa technique, passe tout au peigne fin. Alors on y va. Je regarde les dates, les produits pour voir l'aspect des produits, les origines. Donc, sur la viande, par exemple, j'ai regardé, puisque sur le menu, c'était indiqué entrecôte française. Donc effectivement, on a bien une entrecôte qui est d'origine française. Donc ça correspond à ce qui est indiqué au consommateur. Dans le moindre recoin, rien ne lui échappe. Il faudra bien nettoyer le distributeur. Donc là, il y a quelque chose de prévu au niveau du mur? Non. Faites attention aussi à l'entretien. Vous voyez là, ils sont sales. Pourquoi vous avez du scotch autour? Non, parce qu'il fuyait, il y avait juste un petit truc. Faut changer. Alors ça, vous allez enlever. Les sacs poubelles ne sont pas prévus à usage alimentaire. Nadine est intransigeante car la présence d'une seule bactérie peut mettre en danger la santé des clients. Ça va concerner surtout les personnes sensibles, immunodéprimées, les femmes enceintes, les enfants, avec pour les femmes enceintes des risques de bébés mort-nés. C'est quand même une conséquence assez grave. Alors, pour éviter que quiconque tombe malade, Nadine a une arme implacable. C'est mon thermomètre pour vérifier les températures au niveau des denrées. Pourquoi vous vérifiez alors que les températures sont marquées sur les frigos? Ce qui est indiqué sur les frigos, c'est la température ambiante. Et la température qui fait foi, c'est la température à cœur de la denrée. Si les températures ne sont pas respectées, on peut avoir une multiplication des bactéries qui vont faire qu'on va arriver à l'intoxication alimentaire. On va laisser descendre tranquillement. On est à 4 degrés. On est un petit peu élevé pour du poisson. Pour le reste, c'est bon, mais le poisson, c'est 0,2. Hormis ce petit défaut, le restaurateur s'en tire plutôt bien. Les températures étaient bonnes, les dates étaient bonnes. Donc ça, c'est déjà 2 points très importants. Après, effectivement, on a quelques points d'hygiène, mais sans être non plus catastrophique. Le chef est soulagé. Il a le droit à quelques recommandations, mais aucune sanction. Qu'est-ce que vous allez faire du coup, monsieur? Je vais faire. J'attends qu'on envoie tout par mail, tous les points, tout à refaire. Et puis on va tout respecter. Tout ce qu'il faut changer, on va essayer de faire au mieux. Reste un dernier point et pas des moindres. La fameuse évaluation que tout le monde pourra consulter sur Internet. Nadine remplit le carnet de notes. Pour toutes les remarques, je ne peux pas vous mettre là, ça c'est sûr. On n'est pas dans les deux extrêmes. Je pense que je vais vous mettre là quand même. Le restaurateur écope d'un satisfaisant, au-dessus de la moyenne. Donc vous me corrigez tout ça? Pas de souci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. L'an dernier, 10% des restaurants contrôlés ont obtenu la plus mauvaise note. Alors Nadine est inflexible sur l'hygiène, car les conséquences peuvent être dramatiques. À quelques kilomètres de Lyon, dans la commune de Miribel, une jeune mère séparée se bat depuis plusieurs mois pour sa petite fille. Tu es grande. Oh mais tu es grande. Oh mais tu es grande. Voici Julia et sa maman, Carla, 23 ans. Tu fais un bisou à maman? Fais un bisou? Oh, t'es gentille. Alors c'est ma fille, c'est Julia, qui vient d'avoir 2 ans, là, le 2 octobre. Et du coup, c'est une grande fille maintenant. Hein? Tu fais presque 1 mètre. Mais voilà, à 2 ans, contrairement aux enfants de son âge, Julia ne parvient pas à marcher. Est-ce que tu veux faire des petits pas? Encore? Allez, 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 allez.
Pourtant, regardez cette vidéo, tournée il y a 8 mois. Ah là. Julia, filmée par sa maman. Oh. À l'époque, elle gambade. Si Julia ne marche plus, c'est qu'au printemps dernier, elle est subitement tombée malade après un repas. Ça a commencé par des symptômes de gastro, vomissements, diarrhée. Et puis en fait, elle louchait beaucoup, elle louchait tout le temps. Et Julia, elle louchait pas, elle avait pas de problème de vue. Elle transpirait, alors qu'il y avait 35,2, on transpire pas, on a froid. Et elle vomissait. Aux urgences, le verdict tombe. La petite fille souffre d'un syndrome très rare causé par une bactérie, l'Escherichia coli, qui fait des centaines de victimes chaque année en France, surtout des enfants et des personnes âgées. On la retrouve dans la viande ou dans certains fromages, souillés par une hygiène défectueuse. Une bactérie redoutable qui a fait la une des journaux récemment avec la mort du petit Nolan. Le garçon de 10 ans décédé après 8 ans de handicap avait mangé un steak haché contaminé. Julia, elle, est sortie d'affaires, mais la fillette garde de lourdes séquelles neurologiques. Ils ont fait l'IRM par la suite et on voyait en fait qu'il y avait des énormes lésions partout. Et c'est là qu'ils nous disaient on ne sait pas si elle va s'en sortir, votre fille, parce que là c'est trop gros. Que Julia, selon du coup les traitements qu'elle a, l'handicap, parce que ça s'appelle un handicap qu'elle a, elle est basée à plus de 80%. Et Julia n'est pas la seule dans ce cas. Au total, 13 enfants de moins de 4 ans sont tombés malades en même temps à travers la France. Très vite, les inspecteurs de l'hygiène font le rapprochement avec un fromage, du Saint-Marcelin vendu dans plusieurs hypermarchés et provenant d'une seule et même usine. Julia, elle a voulu goûter, parce qu'elle voulait goûter à tout. Et en fait, elle a voulu goûter, mais elle a mangé un tout petit bout. Vraiment, même pas la moitié de mon petit doigt, vraiment tout petit. Et c'est la catastrophe. Depuis, la vie de toute la famille est bouleversée. Désormais, Julia est nourrie grâce à cet appareil. Ça, c'est la pompe, parce que du coup, Julia ne mange pas, elle mange avec le bouton de gastrostomie. C'est un petit bouton qu'elle a sur le ventre. Et du coup, le soir ou à l'heure le midi, en fait, je lui mets ça dans le bouton. Hop, je le raccorde ici. Ça, je le raccorde au lait et à l'eau. Et en fait, ça passe. Après, même les médicaments, du coup, elle les prend pas par la bouche. Donc, on met tout là-dedans. Pour cette maman courageuse, pas question d'en rester là. Hop. Là, il y a tous les laits qu'il lui faut. Avec Sybille, la grand-mère de Julia, c'est le début d'un long combat. Car la justice en est toujours au stade de l'enquête pour déterminer les responsabilités de chacun. Je veux, mais vraiment, je donnerai ce qui reste de ma vie pour ça, que ma petite fille soit reconnue comme une victime, parce que c'est une victime. J'espère qu'ils reconnaîtront leurs erreurs et que ce ne sera pas un combat. Maintenant, si ça doit être un combat, oui, on va combattre. On va combattre parce que mamie, elle ne laisse pas passer ça. Puis à la loi, il y a une justice dans ce pays. Face à elle, la fromagerie mise en cause ne souhaite pas s'exprimer. Malgré nos appels et notre visite sur place, personne n'a accepté de répondre à nos questions. Je suis journaliste. Je voulais parler à quelqu'un sur l'affaire des Saint-Marcelin. Écoutez, il n'y a personne. Il n'y a personne? Voilà. Personne qui peut me parler? Non. D'accord. Bon. Au revoir. Personne ne sait aujourd'hui si la petite Julia remarchera un jour. En attendant, pour éviter de tels drames, les inspecteurs de l'hygiène réalisent plus de 40 000 contrôles chaque année. Après nos différentes enquêtes, je me retrouve à nouveau ici avec vous, Jean Edern. C'est assez affolant de voir en fait qu'on a beaucoup de difficultés à trouver de la bonne nourriture, à ne pas se faire tromper sur la marchandise. C'est bien ça? J'ai vu ça. Ouais, c'est impressionnant, tous les charlatans et tout ce qu'on peut faire pour tromper les clients. Comment s'y retrouver? Quels conseils vous pouvez donner à nos consommateurs? Surtout, c'est de se responsabiliser. Nous, tout à chacun, et aussi par rapport aux enfants, par exemple, ça passe par l'éducation. Par exemple, l'autre jour, j'étais au marché avec mes enfants, et c'est marrant, je suis un chef, c'est ma passion de bien manger les bons produits. Et mes enfants me disent « Regarde papa, les carottes, elles sont sales », et alors qu'il y avait de la terre, du sable dessus. Alors que justement, il faut se rendre compte et leur montrer que ce sont des produits qui poussent dans la terre et que les bons, vrais produits, on doit aller les chercher et leur transmettre et les éduquer par rapport à tout ça. Et finalement, valoriser aussi peut-être notre patrimoine local.
bien sûr, le patrimoine local et encore une fois, aider les petits producteurs qui font des très belles choses et il faut les aider à continuer. Sinon, un jour, on n'aura plus que une seule sorte de carotte ou de pommes et ce serait dommage. Merci de nous avoir accueillis pour cette édition spéciale gastronomie. Nous, on se retrouve très vite évidemment pour une nouvelle émission de 90 minutes enquête sur TMC. À bientôt.